imaginé par Binge Audio. Salut chers auditeuristes, c'est Camille Test. Ces derniers mois, l'algorithme d'Instagram me matraque d'une publicité que vous reconnaîtrez peut-être. Dans celle-ci, un type à la mâchoire carrée, musclée et barbu est installé en pleine nature. Il flotte dans une sorte de bain nordique rempli de glaçons. Sûr de lui, il m'explique que si je n'ai pas encore la vie dont je rêve, c'est que je scrolle trop, que je mange trop, que j'écoute trop de musique et que je passe trop de temps avec mes amis. Bref, que mon cerveau est pris dans un cercle très vicieux, celui du plaisir immédiat. Pour y remédier, il me suggère une solution qui a changé sa vie et qui changera sûrement la mienne, le jeûne dopaminergique ou dopamine détox. En me coupant de toute stimulation pendant plusieurs semaines, mon cerveau devrait retrouver un rapport sain à la dopamine, je gagnerai alors en concentration, en motivation, en productivité et peut-être même en joie de vivre et la réussite alors sera à portée de main. Si ce coach en short de bain ne vous a pas encore sermonné sur Instagram, vous avez forcément déjà rencontré des gens qui vous expliquent que tout se passe dans votre cerveau et qu'au fond, il suffirait d'appuyer sur le bon bouton pour sortir de vos addictions, changer vos croyances, en finir avec la dépression ou vous libérer des peurs qui vous empêchent de trouver la paix ou l'amour de votre vie. Alors d'où nous vient cette récente manie de trifouiller à ce point dans nos neurones ? Et quelles conséquences cette obsession du cerveau peut-elle avoir sur notre santé mentale et sur notre société ? Pour en parler, j'ai convié une personne qui, je crois, est un peu exaspérée par cette neuromanie, Albert Moukébert. Bienvenue dans Encore Heureux. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Albert Moukébert, tu es docteur en neurosciences, tu es aussi psychologue clinicien. Ton livre Neuromania est sorti ces jours-ci aux éditions Alary, on va en parler dans un instant. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur ton premier livre, Votre cerveau joue des tours, sorti en 2019. Dans celui-ci, tu te penchais notamment sur les biais cognitifs, sur le fait que le cerveau invente continuellement des choses, qu'il fonctionne beaucoup par approximation, par raccourci. C'était quoi l'objectif ? Est-ce que c'était en gros de montrer déjà qu'on accorde un peu trop de crédit à notre cerveau ? Oui, absolument. Dans Votre cerveau joue des tours, c'était un peu sortir cette idée, sortir des esprits, cette idée qu'on est des êtres qui perçoivent le monde tel qu'il est. En fait, quand vous me regardez, quand je vous regarde, il y a deux images qui sont en train de se mélanger en permanence. L'image des informations qui viennent de l'extérieur, les photons qui sont en train de rebondir sur vos peaux, qui touchent ma rétine. Mais cette image, si je devais juste l'isoler, elle serait complètement morcelée. Il y aurait des parties qui sont en noir et blanc, des bouts qui manquent, etc. Il y a une deuxième image qui vient de mes connaissances du monde, qui viennent boucher un peu ces trous. Et comment on bouche ces trous parfois peuvent avoir des influences qui peuvent être néfastes ou positives. Et en gros, une grande partie, c'était de dire que les biais cognitifs, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose qui est spécifique au cerveau, mais c'est souvent une rencontre entre une stratégie cognitive et un contexte particulier. Cette stratégie cognitive peut être très bonne. On peut prendre l'exemple vraiment que je prends souvent parce qu'il est plus facile, c'est l'optimisme. L'optimisme, c'est une sorte de prédiction que le futur va bien se passer. En général, on veut que les gens soient optimistes. C'est une qualité qui est souhaitable. En tout cas, on agit comme tel. Mais si vous prenez une personne optimiste, je ne sais pas, au casino, elle joue, elle perd, mais elle est optimiste. Donc elle se dit au prochain coup, je vais me refaire. Elle repère parce que le casino est un environnement qui est créé pour que les personnes perdent. Dans ce cas-là, cette stratégie cognitive qui est l'optimisme devient un biais d'optimisme. C'était pour expliquer que nos comportements, nos processus ne sont pas juste le fruit de nos états mentaux. Tu parles de neuromanie, neuromania. Qu'est-ce que c'est la neuromanie ? La neuromanie, c'est quelque chose qui est vraiment en plein essor. Et c'est la volonté de mettre des neurosciences dans tout et n'importe quoi, même quand soit les neurosciences n'ont rien à dire, soit ce qu'on est en train de mettre n'est même pas, c'est même pas des neurosciences. Par exemple, je vois souvent des formations de neuroleadership, et la majorité du temps, c'est vraiment de la psychologie sociale des années 60. Mais il y a un article que je cite dans le livre qui s'appelle « L'allure séduisante des neurosciences ». C'est des chercheurs qui ont montré que si vous avez une explication de quelque chose et vous foutez dedans une IRM ou une donnée neuroscientifique, l'explication est jugée comme plus fiable, plus solide qu'une explication qui peut être meilleure sans l'information neuroscientifique. Et donc, on est en train de parler de dopamine pour les réseaux sociaux, de sérotonine pour la dépression, de striatum pour le climat, de la fameuse neuroplasticité. Genre booster, je ne sais pas qui ici a déjà, je suis sûr que plein d'entre vous avez déjà vu des pubs sur booster votre neuroplasticité, comme si c'est un truc vraiment magique, alors que c'est une sorte de propriété fondamentale de notre fonctionnement qui est assez, qui est cool, mais il n'y a rien, on ne peut pas, tout le temps, si je vous dis 53 et vous retenez 53, je viens de booster votre neuroplasticité, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans.
Mais on va Je trouve ça dire, hyper impressionnant. Mais... Voilà. C'est-à-dire booster votre neuroplasticité pour améliorer votre créativité. C'est juste pas des neurosciences. En fait, en gros, il y a les neurosciences, la physique quantique, l'IA et l'épigénétique en ce moment. Hier, j'ai vu une crème épigénétique. Oui, à l'époque, c'était un peu les gènes, et tu cites dans ton livre aussi qu'à un moment, dans l'histoire, on faisait des crèmes de jour au radium et on donnait du radium. Absolument. On a créé ça sonnait scientifique, quoi. Dès qu'il y a une nouvelle science qui n'est pas stabilisée, elle va être prise en otage, souvent pour deux raisons. Soit pour des raisons mercantiles. Si je peux vous persuader que vous utilisez que 10% de votre cerveau, bah, je peux vous vendre une formation pour en utiliser 15 ou 20 ou 25, et puis je peux faire des niveaux. Donc au niveau 1, vous allez utiliser 15, puis on va aller à l'étape supérieure pour un peu plus cher, etc. Ou pour des raisons idéologiques. Ça me permet d'individualiser des sujets complexes et sociétaux, de les dépolitiser, etc. etc. Et donc c'est souvent ces deux phases, soit pour des raisons parce qu'on veut vous vendre des trucs, la dopamine détox, etc., soit pour des raisons idéologiques, pour réduire des problématiques plus complexes, plus sociétales sur l'individu, voire sur son cerveau. Alors cette question de la dépolitisation, on va y revenir un peu, mais je voudrais d'abord que tu nous expliques. En gros, c'est vrai que depuis quelques années, peut-être 10-15 ans, dans les médias, on voit tout le temps des titres du genre « On a trouvé la zone du bonheur dans le cerveau », ça c'est France Inter en 2015. « Les gens de gauche et de droite n'ont pas le même cerveau », Slate en 2012. « Si l'être humain court à sa perte, c'est la faute de son cerveau », France Inter en 2019. On voit aussi des formulations un petit peu floues, « Cette zone du cerveau induit, promeut, détermine, régule, joue un rôle », ou alors des titres qui nous donnent l'impression que l'info est ultra crédible, du genre des chercheurs de l'université de Harvard ont trouvé ceci ou cela, voilà, ils ont montré beaucoup de choses. Et tu montres aussi quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressée, c'est qu'on a l'impression que ces études, bon déjà qui sont souvent un petit peu résumées dans les médias, elles sont aussi faites sur toujours un peu la même population. C'est-à-dire que même quand une étude est peut-être bien faite et correcte, en fait, c'est toujours sur les mêmes personnes, les weird. On appelle ça la problématique weird. En fait, c'est un truc qu'on a découvert. Enfin, on sait ça depuis longtemps, mais ça a été formalisé en 2010. Par un chercheur qui s'appelle Heinrich, et qui a trouvé que la majorité écrasante des études en psychologie, en l'occurrence, étaient faites sur la même population qu'il a appelée la population weird. Donc weird en anglais, ça veut dire bizarre, mais c'est un acronyme pour W, c'est Western, donc occidentaux, E, c'est educated, éduqué, I, c'est industrialized, donc des pays industrialisés, R, c'est riche, et D, c'est démocratique. Et que, en gros, 12% de l'humanité représentait 90% des études en psychologie. Et à partir des résultats de ces études, on extrapole sur le fonctionnement de toute l'humanité. Et non seulement ça, il a montré aussi que cet échantillon... Parce que limite, on peut se dire 12%, c'est un bon échantillon. Genre, si je peux faire 12%, un sondage de 12% de la population française, c'est un top échantillon. Mais il a montré aussi que cet échantillon fonctionnait complètement différemment du reste de la population, que c'est le pire échantillon à partir duquel généraliser l'espace. Et pas seulement ça, parce que au sein des populations weird, c'est souvent des étudiants en psychologie, parce que c'est pas cher, parce que c'est à côté des labos. Et donc, je suis dans un laboratoire de psychologie, je veux recruter des gens, je vais aller dire où ils sont, où les masters et les licences. Je vais leur donner $10, ils vont venir, ils vont être trop contents de participer à une expérience. Que ces résultats ne sont même pas généralisables aux populations weird elles-mêmes. Donc, les étudiants en psychologie de Harvard et de Stanford, etc., ne fonctionnent pas comme une personne qui habite à Pau ou dans le Gers. Mais on va dire que l'humanité fonctionne comme ça. Voilà la zone de votre cerveau, ou bien même sur des trucs plus moraux et éthiques. Je sais pas, par exemple, peut-être vous connaissez l'expérience de l'obédience à l'autorité de Milgram. Ça a été fait sur TF1 comme le jeu de la mort, et qui montre que des gens sont prêts même à électrocuter, à tuer des gens qu'ils entendent en train de crier juste parce qu'une autorité leur dit électrocute-le. Et on a découvert que c'est juste des étudiants qui font ça, que si on va trouver un adulte qui a 50 ans et on lui dit électrocute des gens, avec une personne en blouse blanche, il lui dit genre non, dégage, je vais pas le faire. Mais on va créer une sorte d'extrapolation sur tout le fonctionnement de l'humanité, alors que ces études devraient dire on a découvert que des chercheurs américains de Harvard obéissent à l'autorité de leurs profs. Et c'est soudainement beaucoup moins... Oh mon Dieu. Alors cette façon de résumer un peu parfois, par exemple, je sais pas, on a trouvé la zone de la dépression dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme, le fait de tout réduire à un organe ou même parfois à une zone dans le cerveau. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui nous a pris à fonctionner comme ça, autant de façon réductionniste? D'où ça vient ce réductionnisme? Ça vient à la base de la méthode un peu scientifique, c'est-à-dire la méthode scientifique dans d'autres disciplines. Le réductionnisme a été très utile. Donc c'est quoi le réductionnisme? C'est-à-dire on a un sujet, on veut l'étudier, on va le découper dans des petits morceaux, étudier chaque petit morceau il fait quoi, et puis remettre tout ensemble et comprendre comment ça marche. Le problème, c'est que pour les humains, ça marche pas. Ça marche pas parce que on a ce qu'on appelle des propriétés émergentes.
L'exemple que je donne dans le livre, c'est sur l'eau, mais je vais donner un exemple un peu plus court, comme ça on peut couvrir plus de choses. C'est comme si pour comprendre des embouteillages, vous dites je vais étudier une voiture. Vous ne pouvez pas étudier les embouteillages avec une voiture. Il faut plusieurs voitures pour que la propriété émergente embouteillage apparaisse. Il y a plein de choses chez les humains où étudier un neurone, ça aide pas à comprendre comment ça marche. C'est comme s'il y a un accident de voiture et je me dis je vais étudier les atomes de la carrosserie. Mais si l'accident a eu lieu à cause du verglas ou à cause du taux d'alcool dans le sang du conducteur ou de la conductrice, bah, les atomes de la carrosserie, en fait, c'est pas le bon niveau explicatif. On parle du bon niveau explicatif. Et on a trop fait ça. Et aujourd'hui, en neurosciences, on est dans une sorte d'impasse. On se dit, on peut plus continuer comme ça. On a besoin de penser les gens différemment. Donc ça, c'est un point de vue conceptuel. Mais aussi, on a un problème d'un point de vue de l'outil. Parce que quand on monte ces IRM, ce qu'on ne dit pas, c'est que vous voyez, j'imagine que vous avez tous vu au moins une fois dans votre vie une IRM fonctionnelle. Donc c'est les cerveaux où il y a des couleurs. On dit voilà, ça s'active, ça s'active pas. En fait, ces couleurs ne sont pas du tout l'intensité de l'activation. C'est des calculs probabilistiques de combien est-ce qu'on pense que cette zone est potentiellement impliquée dans cette tâche. Et le deuxième problème méthodologique, c'est que la résolution de nos machines ne sont pas top. Donc dans vos téléphones portables, vous avez des pixels. En IRM, on a ce qu'on appelle des voxels. Un voxel, c'est des milliards de neurones. Donc c'est pas vraiment. C'est comme si vous prenez des photos avec un téléphone qui fait 1 mégapixel du haut de la Tour Eiffel pour savoir ce que fait quelqu'un à Lille. C'est pas top. Et deux, notre cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte. Donc notre fonctionnement cérébral change selon où est-ce qu'on est. Contrairement à nos autres organes qui aussi changent, mais pas autant. Donc ça veut dire que si on m'étudie avec plein de chercheurs autour de moi alors que je scrolle sur mon téléphone, c'est pas du tout comme je suis dans mon lit en train de scroller, quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas d'IRM portable. Donc par exemple, quand vous citez un article qui dit voilà voilà la zone dans votre cerveau de quand vous êtes amoureux, en fait, ce que ça veut dire, c'est voilà qu'est-ce qui s'est potentiellement de un calcul probabilistique sur 15-20 personnes, les aires qui se sont activées quand une personne était allongée dans une IRM, dans un hôpital, qui fait et à qui on a montré sur un écran des photos de sa copine ou de son copain, ou bien une scène d'un film romantique. Alors que c'est pas du tout, on pense pas que c'est pas du tout les mêmes corrélats neuronaux quand vous allez à un premier date. Ou quand vous êtes chez vous en train de faire des papouilles avec votre partenaire de 15 ans sur votre fauteuil dans votre maison. Et donc, il y a tellement de couches de dégradation entre comme nos méthodes d'investigation actuelles et comment on pense qu'on sait que le cerveau fonctionne, que toutes ces conclusions, en fait, pour le moment, elles ne valent pas grand-chose. Nous, on est obligé de faire ça. C'est des limitations techniques et conceptuelles qu'on a en recherche. Le problème, c'est quand ça passe chez le grand public, où on dit, une personne de gauche et une personne de droite ont des cerveaux différents, une personne qui aime le chocolat et une personne qui aime les pastèques ont des cerveaux différents aussi. Par définition, tout est inscrit quelque part dans le cerveau. On va faire une sorte de hype ou d'un truc genre on a trouvé un truc, alors que si on se pose une seconde et on y pense, oui. Dans cette façon de tout réduire au cerveau, il y a aussi un peu l'idée que le cerveau serait un peu à l'origine de toutes nos actions et qu'en fait on vivrait le monde à travers notre cerveau. Et toi tu dis au contraire non, notre cognition elle est incarnée. Ça veut dire quoi, notre cognition elle est incarnée ? Ça, c'est un peu une des raisons de pourquoi j'ai écrit le livre, c'est parce que je trouve que ce modèle théorique qui est très présent dans les neurosciences est quasiment pas relayé en France, pour plein de raisons. On a une vision très cognitiviste, on va dire en France. C'est que le comportement d'une personne dépend de ses processus mentaux. Mais en neurosciences, on ne pense pas à ça du tout. On a ce cadre qu'on appelle la cognition incarnée, que le comportement d'une personne, que l'émotion qu'elle ressent, que l'idée qu'elle a, etc., est tout le temps le fruit d'une interaction entre trois choses. Son cerveau, son corps et son environnement. Et que ces choses ne sont pas réductibles juste au cerveau. Donc, si je suis dans un cadre de cognition incarnée, une étude en IRM, l'environnement, par définition, n'est pas l'environnement naturel de la personne. Donc, je vois les activations cérébrales d'une personne qui regarde sur l'écran une scène d'horreur dans une IRM, dans un lieu qu'il ne connaît pas. Donc, ce n'est plus, voilà la zone de la peur. Ça change des choses. Et surtout, quand on pense à ce truc comme ça a des implications sur comment on interprète les comportements des uns et des autres. C'est-à-dire, une personne qui, par exemple, échoue un examen, au lieu de dire elle ne sait pas, ça peut être par exemple les conditions dans lesquelles elle était, je sais pas, la chambre était trop froide, ou bien il n'y avait pas assez de lumière, ou bien elle était stressée, ou bien... Donc il y a des choses internes et des choses externes, et quand on pense en cognition incarnée, on ouvre directement la porte à ce qu'on appelle les bons niveaux explicatifs. Donc différents comportements, il faut avoir différents bons niveaux explicatifs. Une personne qui fait un burn-out parce qu'elle bosse 15 heures par jour, ce n'est plus elle qui est faible.
C'est parce que l'environnement n'est pas adéquat. De la même manière qu'une personne qui n'arrive pas à porter une voiture, on se dirait jamais, elle est faible, il faut qu'elle parte faire des cours de musculation pour porter des voitures. On accepte, c'est pas possible. Mais quand c'est le cerveau, parce qu'on le réduit à son cerveau et on ne prend pas en compte cette cognition incarnée, on se dit on va faire des ateliers de résilience. Ou bien on va faire des séances de méditation. Alors, comme si le point d'entrée, c'est l'individu, alors que, en l'occurrence, c'est les conditions de travail qui ne sont pas bonnes, mais qu'on va évacuer en réduisant à l'individu. Donc la cognition incarnée, c'est de se demander quel est le bon niveau explicatif pour le comportement que je suis en train de faire. Est-ce que c'est le processus psychique de la personne, qui parfois peuvent être pertinentes? Est-ce que c'est son état corporel? Est-ce que la personne a des douleurs? Est-ce qu'elle a mal dormi? Est-ce qu'elle s'alimente bien? Est-ce qu'elle est reposée, etc., etc. Et son environnement. Comment est-ce que les gens l'aperçoivent? Dans quelles conditions est-ce qu'elle se trouve, etc. Et donc ça change la vision des choses. Alors, je voudrais qu'on revienne sur quelques neuromythes que tu étudies un peu dans ton livre. Et c'est-à-dire, en gros, des neuromythes, c'est tous ces mythes où on réinterprète les neurosciences et on simplifie tout un tas de choses. Et comme tu dis, on les utilise à des fins marketing notamment. Parmi elles, il y a cette idée, par exemple, on a commencé à en parler un peu, il y a une zone pour telle chose. Donc, les amygdales, on dit tout le temps, les amygdales sont les zones de la peur. Est-ce que c'est vrai ? Alors cet exemple-là est un peu plus complexe. Donc déjà, les amygdales, c'est pas des amygdales ici, on a des amygdales dans le cerveau aussi. Parce que je préfère tout le temps préciser, parce qu'il y a des personnes qui viennent parfois et qui me disent « moi j'ai pas d'amygdales, mais j'ai peur ». C'est pas les mêmes amygdales. Donc les amygdales sont des structures dans le cerveau qui sont impliquées dans la sensation de la peur. Le problème, c'est de dire la peur est dans l'amygdale. Aujourd'hui, on parle en dépendance. On est en train d'abandonner cette vision qui dit nos fonctions sont localisées dans des zones particulières. Et on parle en termes de réseau de dépendance. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous avez une montre, et vous avez les secondes et les minutes et les heures, vous retournez votre montre, vous enlevez un des rouages, les secondes s'arrêtent, vous n'allez jamais vous dire, c'est le rouage des secondes. C'est un rouage dans d'autres rouages qui jouent un rôle. Et donc, on est en train d'abandonner ce truc. Surtout que dans le livre, par exemple, je cite le cas d'une personne française, c'est un homme qui a genre la quarantaine, qui a eu mal à la jambe. Il va voir son généraliste et au bout de plusieurs examens, on lui dit « tu vas faire une IRM ». Donc, il a un boulot, il a des enfants, il vit sa vie normalement, ça fait 40 ans qu'il vit, etc. On lui a fait une IRM et 80% de son cerveau n'était pas là. Il y a en fait du liquide céphalorachidien partout dans son crâne et son cerveau est poussé aux extrémités. Et lui, il vit normalement. Il n'avait jamais su ça. Il a vraiment la quarantaine, 2 enfants, etc. Il a un léger retard mental. Et à part ça, il a son boulot, il paye ses impôts et tout. Donc il y a une sorte de modularité qui fait que ce truc de dire cette zone c'est ça, cette zone c'est ci, est complètement une simplification qui devient presque un mensonge. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécificité dans le cerveau, que tous les neurones sont en train de faire tout et n'importe quoi. Il y a une spécificité, mais elle est distribuée. Elle n'est pas localiste. Et donc, pourquoi est-ce que j'explique ça dans le livre? Parce que dans tous les neuromythes, je dirais que ça, c'est le moins grave. C'est juste que derrière, il y a des gens qui vont vous apprendre à reprogrammer votre amygdale, à apprendre à contrôler votre striatum et tout ça. Ouais, et ça vous vendre des compléments alimentaires pour stimuler les amygdales. Exactement. Et pareil, mon exemple que je donnais en introduction sur la dopamine, on parle aussi parfois de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Est-ce qu'il y a vraiment une hormone pour une émotion? Absolument pas. Les émotions sont quelque chose de beaucoup plus complexe pour que ça soit une hormone pour une sensation. Par exemple, la dopamine, c'est pas du tout l'hormone du plaisir. C'est une hormone qui semble jouer un rôle dans ce qu'on appelle la correction de la prédiction de l'erreur. Notre cerveau est un organe prédictif. Donc, il est tout le temps en train d'essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer. Et quand une prédiction ne se réalise pas ou se réalise trop, etc., il y a la dopamine qui va moduler pour les fois d'après. C'est pas du tout du plaisir. Mais on va là aussi invisibiliser plein de facteurs systémiques pour dire « Ah, bah, les gens qui utilisent beaucoup leur téléphone, c'est à cause de leur dopamine ». Et ça n'a aucun sens. On sait aujourd'hui que la majorité des utilisateurs des réseaux sociaux ne postent rien. Qui ici est sur les réseaux sociaux ? Très bien, donc tout le monde. 100%. Donc là, on a une salle qui fait, je sais pas, un peu plus d'une centaine de personnes. Tout le monde a levé la main. Qui poste régulièrement? Et là, il y a plus que, je sais pas, 10-15%. Donc, pour tous les autres, vous allez probablement tous les jours sur les réseaux sociaux. L'hypothèse de la dopamine, qu'on est addict aux likes sur les réseaux sociaux, ne tient pas debout déjà parce que la majorité des utilisateurs ne peuvent pas avoir de likes parce qu'ils postent pas. Donc, comment est-ce que je vais être addict à un plaisir de like, de sucre, de bonbons, de machin, alors que je suis pas en train de poster? Pourquoi on est tout le temps sur les réseaux sociaux? C'est parce que déjà, ces plateformes ont pris une place hyper
importante dans l'organisation de nos sociétés. Si, je sais pas, quelqu'un travaille dans le graphisme, n'a pas d'Instagram, c'est compliqué. Si quelqu'un parle en public et écrit des livres, et n'a pas ou Instagram, ou Facebook, ou TikTok, vous n'allez pas vendre. Si vous êtes un restaurateur, vous n'êtes pas sur Google Maps, vous n'existez pas, etc., etc. Donc ces choses ont pris une place hyper prépondérante dans nos sociétés. On a laissé faire. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est un autre sujet. Donc les gens les utilisent et on dit ah vous êtes addict à cause de votre dopamine. Donc là aussi on dégage des facteurs beaucoup plus structurels pour mettre le pas sur l'individu. C'est comme si on vient de découvrir l'électricité, tout le monde met des lampes et des ampoules chez lui, on dit ah les gens sont addicts à l'électricité. Ça a aucun sens. Après, est-ce qu'il y a des usages excessifs des réseaux sociaux? Absolument, mais souvent, c'est en train de cacher autre chose. L'exemple que je donne dans le livre, c'est comme si vous voyez une personne déprimée qui reste tout le temps sur son sofa ou dans son lit, et on le regarde, on dit cette personne est addicte à son lit. C'est vraiment un non-sens. Il y a quelque chose qui est en train de jouer un rôle, et c'est beaucoup plus intéressant de regarder dans une vision incarnée qu'est-ce qui a poussé ce comportement au lieu de vouloir le réduire à telle ou telle molécule. Et pour la dépression et la sérotonine, c'est encore pire, parce que cette hypothèse que si on va mal, on a une sorte de déséquilibre chimique dans le cerveau, on ne sait pas mesurer les taux de neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc le neurotransmetteur, c'est la sérotonine en fait. C'est la sérotonine, la dopamine, le GABA, l'ocytocine, etc. On ne sait pas comment le mesurer. Donc on est en train de dire ah cette personne est déprimée parce qu'elle manque de sérotonine, mais il n'y a pas de test de mesure de sérotonine. Et surtout, si la sérotonine manquait vraiment, il y aurait des tonnes d'autres fonctions qui partiraient un peu en sucette parce qu'on a un nombre limité de neurotransmetteurs. Je pense qu'on a découvert genre 20 ou 30 et qui sous-tendent tout. Donc, et c'est aussi pour ça que quand vous prenez des médicaments psy, par exemple, prenez des antidépresseurs, parfois vous allez peut-être vous sentir mieux, mais si vous êtes un homme, vous allez avoir des problèmes de dysfonctionnement érectile, ou si vous êtes un homme ou une femme, vous allez par exemple prendre plus de poids, avoir plus souvent froid, etc. Parce que ces substances qu'on est en train d'essayer d'altérer jouent un rôle dans des tonnes de fonctions. Donc ça joue un rôle peut-être dans votre humeur, mais ça joue aussi un rôle sur votre sensation de satiété, sur la régulation temporelle de votre corps, sur votre sudation. Il y a des gens qui prennent des médicaments qui commencent à suer non-stop tout le temps. Et donc ils ont un problème, ils ont un autre problème qui est tout aussi grave. Et donc ça devient une sorte de casse-tête de comment est-ce que je vais trouver quelle est la molécule qui va être adaptée à la personne. Si vous avez de la chance de trouver un traitement qui vous est adapté, bah c'est super. Mais pour les gens pour qui on ne sait pas, bah c'est des outils c'est important de partager avec les personnes qui vont mal que si ça ne marche pas, c'est pas à cause de vous. C'est nos connaissances qui sont pas encore assez bonnes. On n'a pas découvert de nouvelles molécules en psychiatrie depuis, je sais pas, 20-30 ans. C'est juste un sujet très difficile, très complexe. On est encore au début et c'était important pour moi dans le livre de dire, en fait, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à soigner en vous, ne pensez pas que c'est parce que c'est vous qui êtes le problème. C'est nos connaissances qui ne sont pas encore assez bonnes. On sait très peu sur le cerveau jusqu'à maintenant, d'un point de vue fonctionnel. On sait beaucoup sur tout ce qui est fondamental, genre les neurones, les synapses, le potentiel d'action, les gaines de myéline, les gaines de Schwann, des trucs que vous avez étudiés en SVT si vous vous souvenez. On ne sait pas comment la conscience émerge, on ne sait pas c'est quoi le lien entre les émotions et les cognitions, on ne sait pas où est notre mémoire, on ne sait pas où sont nos émotions, on ne sait pas comment est-ce que le niveau explicatif biologique, les activations cérébrales, deviennent la subjectivité de ma vie. On ne sait pas. On ne sait pas pour la douleur. Il y a un chercheur qui a fait des IRM pour genre 1000 personnes pour voir leur colonne vertébrale. Il a trouvé des gens qui ont mal et qui n'ont rien, des gens qui ont mal et qui ont des disques qui sont dégradés, des gens qui ont des disques dégradés et qui n'ont pas mal, et toutes les combinaisons possibles et imaginaires. Et donc, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas encore, et pour moi, c'est ça qui rend mon travail fascinant, et je voulais un peu le partager. Donc en fait, à la fois, on ne sait pas grand-chose, et à la fois, jusque dans le monde de l'entreprise, par exemple, on va avoir des tests de personnalité qui ont vocation à comprendre l'essence même de nous-mêmes. Je pense par exemple au test MBTI que beaucoup de gens connaissent, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces tests-là ? Oui, absolument. Donc, on ne sait pas grand-chose, mais on veut prétendre qu'on sait beaucoup. Et surtout, par exemple, dans les tests de personnalité, souvent on va dire des neurosciences, c'est vraiment un super exemple de neuromania, parce que les tests de personnalité, par exemple, le MBTI, il a été développé par une dame et sa fille qui n'ont aucune formation en rien dans les années 20, parce qu'elle était fan de Carl Jung. Et donc elle a dit, il y a des gens, ils ont des archétypes, machin, je vais faire un test. Elle avait de bonnes connexions dans des grosses entreprises new-yorkaises qui ont commencé à l'utiliser, et après c'était une sorte d'effet de mimétisme. Genre, si, je sais pas, McKinsey est en train d'utiliser ce test de personnalité, c'est qu'il est top, on va l'utiliser nous aussi, et c'est devenu une sorte de mode qui continue jusqu'à aujourd'hui. Un test, ça coûte, je pense, 1 000 € ou 800 € par candidat, donc c'est quand même assez cher. Et il y a plusieurs problèmes avec ces tests. Le premier, c'est que le test est pas bon.
dans le sens où ça fonctionne sur le principe qu'on appelle l'effet Forer ou l'effet Barnum. C'est un peu le même principe des horoscopes. Donc si par exemple ici je vous fais remplir des MBTI à vous tous et je vous distribue les résultats au hasard sans vous le dire, vous allez vous reconnaître dans les résultats. Ils sont écrits de telle manière à ce que vous reconnaissez dedans. Pour qu'il y ait un effet Forer, il faut 3 conditions. Il faut que vous croyiez que la personne qui vous fait passer le test s'y connaît, est experte. Il faut que vous croyiez que les résultats des tests sont personnalisés pour vous. Et il faut qu'il y ait à peu près 70% de choses positives. Donc le MBTI ne va jamais dire à quelqu'un que la personne est mauvaise. Même si vous prenez la personne la plus toxique, genre qui a tué des bébés phoques, machin, elle fait un MBTI, le MBTI va leur dire un truc du genre « Vous avez des ressources en vous que vous n'avez pas encore exploitées, vous avez déjà eu des problèmes dans votre vie sexuelle ou dans votre sommeil, vous avez l'air d'être sûr de vous à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous ne vous sentez pas bien, ou l'inverse. Vous êtes prêt à collaborer, mais si on vous pousse trop, vous n'avez pas de problème à agir. Machin. » Des trucs où tout le monde se retrouve dedans. Donc ça, c'est le premier problème, c'est l'outil en tant que tel, il n'est pas du tout spécifique. Il marche sur tout le monde tout le temps. Et le deuxième problème est plus conceptuel. On revient à ce réductionnisme, c'est qu'il part des prémices très fortes, non étayées, non prouvées, que la personnalité prédit la performance. Mais on sait que ce n'est pas vrai. On sait que si vous êtes une femme et vous travaillez dans un milieu sexiste, en fait, votre personnalité, on s'en fout. Parce que de toute façon, vous allez vous prendre des remarques toute la journée sur comment vous êtes habillé, sur « Ah, elle est jolie cette jupe, tu devrais la mettre plus souvent, machin. » Et donc, on sait que ça joue un rôle très important. On sait que les conditions de travail sont beaucoup plus importantes dans la personnalité. Combien est-ce que vous êtes payé? Est-ce qu'on vous parle bien? Est-ce que vous êtes dans une sûreté psychologique? Est-ce que le trajet de votre maison jusqu'à votre domicile, jusqu'à votre bureau, c'est 4 heures dans un RER où vous êtes vraiment complètement écrasé ou pas? Tous ces sujets qui, on sait, jouent un rôle hyper important dans la performance. Est-ce que vous êtes assez nombreux sur le poste ou est-ce que vous êtes en train de devoir faire le travail de 10 personnes parce qu'on n'a pas remplacé les personnes qui sont parties à la retraite, par exemple? Tout ça va être invisibilisé sous une sorte d'alpha et d'oméga qui est la personnalité. Et ça permet d'évacuer toutes les autres choses, les conditions de travail, la rémunération, le sexisme, la discrimination, tout ça dégage. Et on dit, si la personne ne fonctionne pas bien, c'est qu'elle est de personnalité bleue. Et je t'avais dit, on aurait dû recruter une verte. Un peu dans le même genre, il y a aussi les gens qui seraient cerveau gauche ou les gens qui seraient cerveau droit. Ça aussi, c'est un mythe complètement absurde qui part de prémisse que notre cerveau suit notre système scolaire, quoi. Qu'il y a des gens en bac S et des gens en bac L. Alors que, je sais pas, Picasso, il veut peindre, ou Modigliani veut peindre une peinture, il a besoin aussi de logique et de créativité. Et ce découpage matière scientifique, matière littéraire, créativité, analytique, est vraiment assez récent. Pendant la Renaissance, la majorité des gens, on les appelait des polymathes. Donc De Vinci pouvait peindre la chapelle Sistine, puis rentrer au Clos Lucé et faire de la botanique, puis penser à l'hélicoptère, puis écrire un poème. Et la science, pour faire de la science, ça c'est une autre raison de pourquoi aussi j'écris un livre, c'est que aujourd'hui j'ai l'impression que la majorité des gens pensent que la science c'est quelque chose d'hyper froid, d'hyper cartésien, dénué d'émotions. Mais la science, à la base, c'est être ému face au monde naturel et être tellement bouffé par le truc qu'on veut comprendre comment ça marche. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et de créativité. L'exemple que j'ai donné là tout à l'heure, c'est Franklin qui veut comprendre la foudre. Il sort la nuit avec un cerf-volant, un fil de fer, une clé et une bouteille. Il se dit, je vais choper la foudre dans ma bouteille. Il faut être pas bien dans sa tête pour faire ça. C'est pas un truc cartésien, logique, etc. La méthode scientifique et objectivante. Mais l'idéation scientifique, la phase de création d'un protocole de recherche, la phase émotionnelle de je suis tellement intéressé que je vais dédier ma vie à comprendre ce trou noir qui a des milliards et des milliards de kilomètres. C'est complètement absurde de se dire il y a des gens qui sont plutôt créatifs, des gens qui sont plutôt analytiques, des gens qui sont plutôt tels. Et surtout, au-delà de ça, c'est juste pas vrai. C'est-à-dire quand on fait nos études en neuroimagerie, en électroencéphalographie, etc., et je demande à quelqu'un de résoudre un problème mathématique, il n'y a pas juste un hémisphère qui est sollicité, et puis je dis, OK, maintenant, dessine-moi un mouton, et là, soudainement, boum, il y a l'autre cerveau. Ça ne marche pas comme ça. Mais j'ai l'impression justement que cette division cerveau gauche, cerveau droit, donc avec cerveau droit qui serait plutôt les émotions et cerveau gauche qui serait plutôt la rationalité, il y a aussi cette idée, comme tu le disais, de diviser les gens entre des rationnels et des émotionnels. On le sait très bien, par exemple, si on analyse les choses avec un prisme plutôt féministe, que dans le patriarcat, on décrit les hommes comme rationnels, les femmes comme émotionnels, et ça permet des logiques de domination, cette division-là. Absolument. Il y a ce truc de mettre les émotions de côté, alors qu'encore une fois, vous êtes incapable d'avoir une idée
sans une émotion derrière, même si l'émotion c'est une émotion froide, et vous êtes incapable d'avoir une émotion sans des idées derrière. Si moi, je sais pas, je suis en colère, mes idées viennent légitimiser cette colère. On me dit, bah oui, c'est un salaud, il aurait pas dû faire ça, pour qui il se prend, etc. C'est pas genre j'ai une émotion, et après j'ai une voix qui me dit, non Albert, pourquoi tu t'énerves? Ça marche soit pas un homme comme rationnel et apaisé. Oui, voilà, soit un homme rationnel et apaisé, soit moins émotionnel. Et surtout, les émotions ont une fonction très importante, c'est le retour du réel. C'est-à-dire, quand je me sens triste, c'est mon organisme qui est en train de me dire ce qui s'est passé est pas agréable. Je veux pas des gens. De toute façon, on a fait des expériences avec des gens qui ont moins d'émotions. On appelle ça l'anédonie. C'est une sorte de maladie. Les gens ne ressentent plus vraiment leurs émotions. Ils ne deviennent pas du tout des super décideurs. Ils deviennent des gens qui n'ont rien à foutre de rien. Donc, vous êtes anédonique. Je vais jouer avec vous à un jeu où vous pouvez perdre ou gagner. Je dis, OK, Camille, tu as perdu. Tu me dis, OK. Je dis, Camille, tu as gagné. OK, tu t'en fous parce qu'il y a plus ce retour du réel. Donc, si on pouvait être pas émotionnel du tout, on serait des gros manfichistes. On ne deviendrait pas des sortes de super décideurs supersoniques. Parce que c'est le retour des choses et surtout, c'est le monde que je veux construire. Donc, je veux que des gens décident avec empathie, si je pense que l'empathie est quelque chose qui est important. Je veux que les gens s'énervent s'il y a une injustice, si je pense que l'injustice est quelque chose qui est important. Je ne veux pas du tout leur dire non, soyez tous émoussés émotionnellement. Et après, on est incapable de réfléchir à n'importe quel sujet. Alors, dans le même genre, dans cette capacité à expliquer parfois un certain nombre de comportements par une zone du cerveau, il y a tout ce truc, tu parlais un peu tout à l'heure du striatum. C'est vrai que, notamment, il y a eu un livre de Sébastien Boller qui expliquait le fait, par exemple, qu'on ne veuille pas sauver la planète à cause de notre striatum. On parle souvent aussi de cerveau reptilien, qui serait un peu l'origine de notre côté animal et qui, en fait, justifie un peu tout et n'importe quoi. Je peux pas faire la vaisselle, chérie, parce que c'est mon cerveau reptilien, je suis un vrai homme, je dois aller à la chasse à la place, quoi. Là aussi, complètement bullshit, on va dire. La différence entre le cerveau gauche, le cerveau droit et le cerveau reptilien, c'est que le cerveau reptilien a vraiment été développé par un chercheur qui s'appelle MacLean. C'est juste qu'il s'est trompé. Genre, ça arrive. On se trompe, on a découvert que non, le cerveau n'est pas du tout créé en couche géologique par l'évolution, que on retrouve des bouts de cortex chez des reptiliens, etc., etc. Donc, c'est pas vrai que les reptiliens ont juste un cerveau reptilien. Ça a été invalidé par l'observation, mais aussi ce que ça représente derrière, que en fait on essaye de biologiser des ressentis subjectifs de la vie. C'est-à-dire quelqu'un se ressent plus instinctif, on veut le biologiser, on dit c'est le cerveau reptilien, mais il n'y a pas une sorte de projection 1 à 1 entre mon ressenti subjectif et la biologie. On l'a vu avec la douleur, je peux ne pas avoir mal et avoir mon disque qui est pété, ou avoir très très mal et ne rien trouver. Les fameuses douleurs psychosomatiques, qui aussi, c'est très pratique de nier. Aux gens, on dit, ta douleur est psychosomatique, comme si ça veut dire que ça n'existe pas, alors que toutes les douleurs sont psychosomatiques. Il n'y a aucune douleur qui n'est pas psychosomatique. Toutes les douleurs sont psychosomatiques tout le temps. Si quelqu'un a mal, la personne a mal. Il faut qu'on voit comment est-ce qu'on fait pour qu'elle ait moins mal. Que je trouve une cause organique ou pas, on ne peut pas hiérarchiser ça. Il y a des personnes qui ont des douleurs de mort fantôme. Le bras n'est même plus là. En fait, ça, c'est vraiment dramatique. Maintenant, j'y pense. Je ne l'ai pas écrit comme ça. Peut-être que j'aurais dû. Les personnes qui ont des douleurs, comme quoi, parfois, on a des idées qui viennent dans des lieux. Donc, merci pour ça. Une personne qui a une douleur fantôme. Donc, des douleurs fantômes, c'est imaginez, je suis amputé du bras, mais j'ai mal au bras. Une personne qui a une douleur fantôme va être plus crue qu'une personne, je sais pas, une femme qui a une endométriose, parce qu'elle a mal à l'utérus. Son utérus est encore là. On ne la croit pas parce qu'on lui dit c'est psychosomatique, alors qu'une personne qui a une douleur fantôme, on ne considère pas sa douleur psychosomatique. On considère sa douleur comme une douleur fantôme. Et donc là aussi, ça nous permet de hiérarchiser les souffrances, parce qu'il y a un problème aussi dont on n'a pas encore parlé, qui est le problème de la vie subjective. C'est que si on ne peut pas mesurer quelque chose, aujourd'hui, c'est très facile de le nier. Et si je n'ai pas vécu quelque chose, ça devient doublement facile de le nier. Si moi je ne peux pas avoir une endométriose, tu me viens et tu me dis je dois annuler le cinéma parce que j'ai très mal à cause de mon endométriose, je vais me dire elle me plante. Parce que je peux nier ta souffrance, je vais me dire que tu n'as pas assez mal, c'est pas possible que tu aies tellement mal que tu puisses pas venir au film. Quand c'est moi, limite, je suis un salaud et c'est pas très grave, mais quand c'est le corps médical qui nie certaines souffrances, ça devient beaucoup plus grave. Et donc dans le livre, il y a toute une partie sur le modèle biomédical, ce modèle qui veut mesurer, sinon ça n'existe pas. Et comment il s'entrechoque avec un concept très important dans les sciences cognitives qui s'appelle le problème difficile de la conscience. C'est que en tant qu'espèce, on a une subjectivité. Et dans la méthode scientifique, on n'a pas une science de la subjectivité. Et donc, dans notre discipline, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on va développer une nouvelle science de la subjectivité. Comment est-ce que je mesure quelque chose qui, par définition, n'est pas objectivable. Par exemple, pour la douleur, si vous allez voir un médecin, le top de la technologie, c'est une échelle. Il y a 0 à 10 et on vous demande combien vous avez mal entre 0 et 10. Et vous devez espérer qu'on vous croit.
si on vous croit, tant mieux, et si on vous croit pas, bah... Oui, parce que par exemple, si vous êtes, je sais pas, une personne noire et que vous répondez ça à votre médecin blanc, on connaît le syndrome méditerranéen qui fait qu'on déconsidère beaucoup les douleurs et les souffrances des personnes racisées dans un monde blanc. Et donc là, vous pouvez dire 8 et si ça se trouve, le médecin vous dit oh là, ça va. Ouais. Ou le contraire aussi. C'est-à-dire, on va se dire, une personne racisée peut supporter la douleur plus qu'une personne blanche, par exemple. Et donc, si elle met 4 sur 10, ça va. Genre, je vais attendre qu'elle soit à 8 avant de lui donner un médicament. Elle peut supporter, parce qu'elle est noire. Il y a plein de... Et donc, cette dimension non objectivable, quand elle rencontre un objet aussi complexe, un organe aussi complexe que le cerveau, sur lequel on peut objectiver très peu de choses, avec le réductionnisme, ça fait une sorte de cocktail explosif. Et dans le livre, je prends juste 3 sujets, mais ça peut être beaucoup. Dans le livre, je parle du développement personnel et du monde de l'entreprise, du monde médical, donc la douleur, la psychiatrie, les addictions, etc. Et la politique, donc le climat, les fake news, tout ça. Mais on peut avoir une lecture incarnée sur des tonnes de sujets sociétaux où, plein de fois, le dysfonctionnement vient de ce principe réductionniste que le comportement d'un individu s'explique par l'individu. Et donc, pas son corps, pas son environnement. Et justement, au début de cette conversation, tu parlais de neuroplasticité, donc en gros cette capacité qu'a le cerveau à se restructurer en permanence. Tu expliques dans ton livre que cette idée, en fait, que le cerveau aurait pour certaines personnes du mal à se restructurer et que d'ailleurs on pourrait entraîner cette neuroplasticité, c'est du pain béni pour des gouvernants, gouvernantes qui ont envie de nous imposer des changements qui potentiellement sont des changements profondément délétères pour la société. Je pense par exemple à la réforme des retraites, par hasard. Et ce qui permet de dire, en gros, c'est des Gaulois réfractaires parce qu'on n'aurait pas, en gros, la neuroplasticité suffisante pour accepter qu'en fait, cette réforme, elle va vraiment nous faire du bien. Oui, donc ça, c'est un mélange. Donc, si on prend l'exemple des réformes politiques, c'est un mélange entre 3 fausses croyances sur notre fonctionnement. Donc il y a la neuroplasticité, donc tout le temps il y a le niveau explicatif biologique, que les gens n'aiment plus changer à cause de leur neuroplasticité, c'est pas vrai. La deuxième, c'est la résistance au changement, que les gens naturellement résistent au changement, c'est pas vrai non plus. Les systèmes sont résistants au changement, les individus non. Si je vous dis aujourd'hui je vais augmenter votre salaire de 2000 €, vous n'allez pas me dire non, je veux résister au changement, vous allez être très content. Et la troisième s'appelle le modèle du déficit informationnel. C'est une croyance qui croit que quand les gens n'agissent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris. Donc si le peuple n'est pas d'accord avec ma retraite, c'est que ma réforme des retraites, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et donc la réponse, c'est pas de changer la réforme, mais c'est de faire de la pédagogie. Il faut que je parte expliquer aux gens pourquoi ils sont cons. Et s'ils avaient compris, ils seraient d'accord avec moi. Et donc, c'est un combo entre ces 3. Les gens sont des Gaulois réfractaires parce qu'ils sont résistants au changement, et ils sont résistants au changement à cause de leur plasticité cérébrale. Et s'ils ne sont pas résistants au changement, et s'ils ont une bonne plasticité cérébrale, ils ne sont toujours pas d'accord avec moi, c'est qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils ont un déficit informationnel, et donc il faut que je les éduque. Alors qu'on sait que, 1, savoir ne suffit pas, et 2, je peux être très bien éduqué et quand même pas d'accord avec toi. Ça peut paraître hyper étrange, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Par exemple, le modèle du déficit informationnel a fait beaucoup de dégâts dans la lutte climatique. Parce que pendant longtemps, on pensait justement, une vision réductionniste de l'humain, que si on fait rien pour le climat, c'est parce que les gens ne savent pas encore l'étendue des dégâts. Et on a payé des milliards et des milliards et des milliards pour faire de la sensibilisation, de la pédagogie, de l'éducation. De toute façon, chaque fois qu'il y a un problème, on dit tout commence par l'éducation. C'est pas vrai. Quand on dit tout commence par l'éducation, c'est parce qu'on veut porter la responsabilité sur l'individu. Ça ne veut pas dire que l'éducation n'est pas importante. L'éducation est une condition qui peut être parfois nécessaire, mais elle n'est absolument pas suffisante et on peut faire des tonnes de changements sans éduquer les gens. Il y a des tonnes de choses qu'on a changées et on n'a pas éduqué tous les gens sur, je ne sais pas moi, l'importance de la ceinture de sécurité. Quand on a mis les premières ceintures de sécurité, vous n'avez aucune idée de pourquoi vous éteignez votre téléphone quand vous prenez l'avion, si vous prenez l'avion. Ça, on n'a pas éduqué les gens sur les interférences des radiofréquences. On dit juste, mettez votre avion en mode portable, en mode avion, pardon, et les gens le font. Et donc, on a payé des milliards sur l'éducation au réchauffement climatique et ça a fait que dalle. Alors qu'on aurait pu mettre ces milliards sur lutter contre les lobbies, lutter contre les intérêts industriels, lutter contre faire des lois qui font des exceptions pour certaines personnes pour prendre leur jet privé, pour faire 10 minutes d'avion parce qu'ils ne veulent pas rester dans les embouteillages de la baie de San Francisco pendant 30 minutes, je pense à Elon Musk, etc., etc. Tout ça est passé à la trappe en disant c'est parce que les gens, ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde a compris. Et notre marge de manœuvre est tellement limitée qu'on est maintenant déprimé. D'ailleurs, dans ton livre, tu donnes l'exemple de la campagne anti-tabac, en tout cas les différentes campagnes anti-tabac qui ont été menées au fur et à mesure des années, et que finalement, c'est le moment où on a arrêté d'individualiser le problème que ça a fonctionné. On a fait une loi. S'il n'y avait pas la loi, là, il y aurait des gens qui fument.
Moi, j'étais à Paris quand il y a eu la loi qui est passée. Ça faisait 40 ans qu'on sait tous que c'est en train d'empoisonner tout le monde. Et si vous allez voir un fumeur et vous lui disiez, je sais pas, j'ai avec moi un enfant, est-ce que vous pouvez fumer dehors? Il vous dit, bah non, prenez votre enfant ailleurs. Et après, on a fait une loi. Après, dans le cas, par exemple, du tabac, c'était important de sensibiliser parce qu'on pourrait imaginer que si on fait passer une loi sans sensibiliser, les gens vont la rejeter. Donc les gens savaient que la clope était mauvaise pour eux. Et donc quand la loi est passée, on pensait qu'il y allait y avoir, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on pensait que quand la loi allait passer, il va y avoir des émeutes. Parce qu'on a tout dans... J'en parle aussi dans le livre, ça s'appelle la panique des élites. Les élites, et quand je parle des élites, c'est pas le mot commun. Les élites en sciences cognitives, c'est juste une personne qui a un lien hiérarchique au-dessus. Donc, par exemple, je sais pas, pour moi, l'élite, ça peut être la maire de Paris. Pour la maire de Paris, l'élite, ça peut être la présidente de la région, et pour elle, l'élite, machin. Et donc, les élites ont tout le temps peur que les gens deviennent des sortes de zombies qui vont aller se jeter, détruire les supermarchés, machin. Et c'est un vrai concept, la panique des élites. C'est une chercheuse qui s'appelle Rebecca Solnit qui l'a hypothétisé. Et donc, il y a eu une sorte de panique des élites que quand on va arrêter la clope, les gens vont descendre, demander un café clope. Ils n'ont pas le droit de, faire de fumer leur clope. Et donc, ils vont péter des plombs et casser les barres tabac et faire tout. Il ne s'est rien passé parce qu'on avait expliqué. Mais on n'avait pas besoin d'expliquer pendant 80 ans. On aurait pu faire passer la loi genre 20 ans avant et ça aurait été fait. Mais on retarde pour des raisons qui peuvent être, selon les sujets, soit des conflits d'intérêts, soit autre chose, etc., etc. Ça n'arrangeait pas du tout l'industrie du tabac, que les gens puissent plus fumer en intérieur, puisqu'ils vont fumer beaucoup moins mécaniquement. S'il pleut, il fait -10, je vais pas sortir et griller ma clope. Je vais me dire, soit je mets un patch, soit c'est pas grave, je fumerai après. Et donc, je suis pas en train de dire l'éducation, c'est pas important. Je dis l'éducation est importante pour la systématisation, mais beaucoup trop de fois, l'éducation, c'est une sorte d'arbre qui cache la forêt pour ne pas attaquer le problème un peu plus à la source. Alors on a beaucoup critiqué dans cette conversation cette façon comme ça de se surfocaliser sur le fonctionnement du cerveau. Et je peux aussi entendre des gens qui se sont beaucoup intéressés à ces questions et qui diraient bah oui, mais ça fait aussi partie d'aller se rencontrer un peu soi finalement que d'essayer de comprendre comment on fonctionne. Et du coup, est-ce que pour toi, il faut totalement arrêter de s'intéresser à notre cerveau? Est-ce que c'est ça l'objectif? J'ai très envie de dire oui. Je dirais, attendons un peu que nos connaissances soient meilleures. Évidemment qu'il faut s'intéresser au cerveau, mais il faut s'intéresser à tout. Genre, pas juste au cerveau. On s'intéresse au trou noir, alors qu'on s'en fout. Ça n'a aucune incidence sur notre vie. On s'intéresse aux civilisations anciennes et on peut s'en foutre. Ça n'a aucune incidence sur notre vie. Je pense que c'est bien de s'intéresser à des sujets divers et variés. Par contre, la différence avec le cerveau, c'est que le cerveau crée ce qu'on appelle des croyances performatives. C'est-à-dire, si moi je crois que je suis plutôt cerveau gauche ou plutôt personnalité verte, ça a une incidence sur comment je me pense. Si moi je pense que les gens n'aiment pas changer et je suis manager, je mets en place un chantier de changement et les gens résistent, je me dis il faut que je fasse du forcing. Ça a une conséquence. Alors que si je pense que les anneaux de Saturne sont faits de, je sais pas, de barbe à papa, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Donc il faut qu'on s'y intéresse, parce que même si on ne s'y intéresse pas, on a des opinions sur le sujet, mais il faut qu'on soit plus précautionné et qu'on accepte que pour le moment, nos connaissances ne sont vraiment pas assez bonnes pour tirer des conclusions sur notre fonctionnement. Et que, encore une fois, je serais plus pour s'intéresser aux humains qu'au cerveau. Notre cerveau n'a pas une sorte de projection un à un, d'un one-to-one sur notre fonctionnement. Par exemple, là, vous me voyez. Sauf si vous avez des troubles visuels, vous me voyez. Vous n'êtes pas en train de sentir votre cortex occipital en train de s'activer. Vous voyez. Quand vous êtes en train de lire, vous ne vous dites pas « Tiens, si j'ouvre mon téléphone et je commence à lire une phrase, je ne me dis pas « Ah, tiens, il y a mon air de Broca et mon air de Wernicke qui sont en train de s'activer. C'est très bien. » On peut s'en foutre, en fait. L'important, c'est notre vie. Et donc, je suis plus pour qu'on s'intéresse à notre vie. Quand il y a des éclairages des neurosciences, très bien, mais gardons en tête que ce que moi j'ai appris à la fac, donc j'ai fini ma thèse il y a 15 ans, une grande partie aujourd'hui, on sait que c'est faux. Et donc on est en train d'aller un peu trop vite sur des actions concrètes à partir de connaissances très très partielles. Donc je dirais évidemment qu'il faut qu'on s'intéresse au cerveau, c'est un monde fascinant, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, on a besoin de tellement de gens qui s'intéressent au cerveau pour avoir une chance de le comprendre, mais n'utilisons pas les connaissances de ce centre d'intérêt pour en tirer des applications pratiques, alors que la connaissance n'est vraiment pas encore assez mûre. Albert Moukébert, merci beaucoup.
Merci. Neuromania, c'est sorti chez Alary. Merci beaucoup à la Gaieté Lyrique, merci au public du festival. Et maintenant, chers auditeurs, merci aussi à vous d'être toujours aussi fidèles à Encore Heureux. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à Encore Heureux et à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. On se retrouve sur Instagram @EncoreHeureusPodcast, sur le site de Binge, binge.audio. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud et produite par Charlotte Bex. À bientôt. Merci beaucoup.